Alors, avec cette présentation intitulée « L'innovation pour lutter contre la pauvreté, une approche paramétrique de l'assurance », je souhaiterais faire passer 3 idées. Premièrement, la technologie est un moyen de répondre à de nouveaux défis humanitaires. Alors, l'objectif n'est pas de vous montrer que la technologie va sauver le monde, mais plutôt de vous donner des exemples concrets sur l'impact positif de nouvelles technologies dans la gestion des catastrophes naturelles, notamment en Afrique. Deuxièmement, j'aimerais prendre le contre-pied de certaines idées reçues sur l'Afrique. En matière d'assurance, l'Afrique est clairement un laboratoire d'innovation sur les risques climatiques. Je crois donc beaucoup au modèle de l'African Risk Capacity qu'Assia vient de présenter. Et il y a des enseignements à tirer pour les pays matures et notamment pour l'Europe. Enfin, quand il s'agit de faire face aux conséquences humanitaires des catastrophes naturelles, la nécessité d'un travail en commun est évidente. Clairement, il faut mettre autour de la table le monde académique, les pouvoirs publics, le secteur privé, les ONG et d'autres parties prenantes. Par exemple, sans le travail effectué par les chercheurs de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne et les satellites qui ont été financés par les pouvoirs publics, la technologie de l'African Risk Capacity, donc de l'ARC, la technologie qui a été montrée par Assia, n'aurait pas vu le jour. Donc clairement, il faut que tout le monde participe pour réussir effectivement à répondre à ces défis. Alors, je voudrais démarrer cette présentation par un rappel de quelques chiffres sur le changement climatique. Pour paraphraser un collègue, il y a un article qui a d'ailleurs été publié dans Libération ce week-end, il n'est pas possible d'être assureur et climato-sceptique. Alors avec ces chiffres, l'idée n'est pas d'être anxiogène, c'est plutôt de bien comprendre que le changement climatique va augmenter la fréquence des catastrophes naturelles et qu'il faut donc s'y préparer. Par catastrophes naturelles, j'entends aussi bien les tempêtes, les tsunamis, les sécheresses, les inondations, mais également des hivers très chauds, des hivers très froids qui vont avoir un impact sur la production agricole ou sur certaines industries. Avec le changement climatique, ce n'est pas seulement la température qui augmente, c'est quelque chose qu'on a souvent en tête et c'est vrai, il y a une augmentation de la température, mais ce qui est plus grave encore, c'est la volatilité des événements extrêmes qui augmente fortement. Donc on aura de plus en plus d'hivers chauds, d'hivers froids, enfin une volatilité qui explose. Si on regarde juste sur les 50 dernières années, on voit une augmentation d'un facteur de 5 en 50 ans de ces anomalies météorologiques. Donc c'est quand même extrêmement violent. Et si on regarde le coût du changement climatique, si on reprend le rapport du GIEC, on voit qu'on est plutôt sur un montant de 5 à 20% du PNB d'ici à 2100. Donc c'est quand même extrêmement violent comme impact économique. Et si on se concentre plus particulièrement sur l'Afrique, toujours en s'appuyant sur le GIEC, on voit que d'ici à 2050, la montée des eaux va impacter 56 millions de personnes en Afrique, des populations qui sont situées sur les villes côtières. On va avoir une augmentation des terres arides et semi-arides par 5 à 8% d'ici à 2100, et une température qui va augmenter de manière plus forte que sur le reste de la planète. Donc on peut tabler sur 1,5 à 3 degrés d'augmentation de la température d'ici à 2050. Donc c'est pas demain, mais quasiment. Dans ce contexte, il faut des solutions de protection et l'assurance en fait partie. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des solutions. Alors, l'assurance paramétrique, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Parce que c'est un mot qui est assez savant, mais qui est très simple au final. À l'origine, c'est une solution qui a été inventée en Afrique dans les années 2000 pour couvrir en fait souvent des pays ou des États contre des risques climatiques de type sécheresse. Et l'idée, c'était de limiter les coûts de paiement, qui sont relativement élevés quand il faut distribuer effectivement des montants à des populations éloignées, vulnérables, sur des petites surfaces. Maintenant, c'est une solution qui est de plus en plus sophistiquée, et c'est une solution qui est notamment développée fortement aux États-Unis et en Chine, qui est un pays très innovant sur le plan assurantiel. Et il y a des acteurs comme Google qui sont aussi très présents sur ce sujet-là. Alors l'idée, c'est de s'appuyer sur un paramètre. Ça peut être la vitesse du vent, ça peut être les radiations solaires, ça peut être la température, ça peut être l'enneigement, la hauteur de l'eau, ça peut être beaucoup de paramètres. Ça peut être également l'intensité sismique sur des cas un peu extrêmes de catastrophes naturelles. On peut avoir également des sujets d'assurance sur des risques de manque de production de biomasse dans l'agriculture. Donc on passe sur des indices qui sont des indices de végétation. J'ai un exemple à vous présenter dans quelques minutes. Et ce paramètre doit être fortement corrélé donc, à la sinistralité.
donc au risque qui est observé effectivement auprès du partenaire. Et si un seuil est atteint, ça peut être par exemple la vitesse du vent qui est supérieure à 160 km/h, alors un paiement se déclenche. Pas besoin de vérifier effectivement qu'un sinistre a eu lieu. Et avec AXA, par exemple, nous assurons avec ce type d'approche des centrales photovoltaïques en Chine sur un manque de radiation solaire. On assure effectivement aussi des installations hydroélectriques, donc des barrages au Mexique, sur le manque de précipitations sur une année donnée. Donc l'assurance paramétrique a vraiment connu son envol avec l'utilisation des images satellitaires, donc c'est plutôt vers la fin des années 2000. Si on regarde ce qui a été fait par AXA, par exemple, en 2006, en Éthiopie, à l'époque, on utilisait 17 stations météorologiques pour refléter un risque de sécheresse pour un pays qui aujourd'hui compte à peu près 100 millions d'habitants. Donc c'était une première étape importante, mais on peut imaginer qu'il y a un écart fort entre le risque qui est observé à la station météorologique et celui qui est observé dans un champ à 200 km. Donc il y avait vraiment un souci de risque de base et de capacité à refléter finalement le risque observé sur le sol. Maintenant, nous utilisons des images satellitaires avec une résolution de 250 mètres, donc on commence à beaucoup mieux comprendre effectivement le risque, qui peuvent couvrir tout le territoire. Et puis demain, avec notamment les satellites qui ont été envoyés dans l'espace en 2015, on pourra commencer à regarder à de l'ordre de quelques mètres de résolution. Donc on pourra savoir très précisément ce qui se passe, le risque qui est observé, et qu'on pourra capturer quasiment en temps réel par satellite. Alors, comment fonctionnent ces algorithmes? Il y a un petit exemple sur la partie droite de la diapositive, avec un exemple sur le NDVI, donc en anglais c'est Normalized Difference Vegetation Index. Pour faire simple, c'est un indice de végétation. Et ce qu'on capture, c'est les radiations qui sont émises par les plantes lors de la photosynthèse. Donc on capture en fait la croissance de masse végétale d'une plante, avec une fréquence qui peut être plus ou moins forte, mais ça peut être tous les 5 jours, tous les 15 jours, ou même tous les jours dans certains cas de figure. Et ça nous permet de comprendre effectivement s'il y a un risque de sécheresse, de bonne ou de mauvaise récolte, par exemple. Ça peut être aussi un excès d'eau. Mais ça nous permet de comprendre, sans aller sur place, ce qui se passe sur le sol et de pouvoir apporter des réponses qui sont beaucoup plus rapides quand il s'agit d'insécurité alimentaire au niveau notamment de pays ou d'États en Afrique. Alors, au-delà de l'aspect technologique de l'assurance paramétrique, il y a deux avantages majeurs. Il y en a un qui porte sur le coût, qui est moindre de l'assurance paramétrique, puis il y en a un autre qui concerne la rapidité de paiement. Je vais commencer par l'équation économique. Si vous prenez donc le graphique que vous avez en face de vous, dans des pays matures comme la France, comme effectivement l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, en général, quand vous donnez 100 € de prime à votre assureur, vous allez avoir entre 25 et 35% du coût de cette police qui va partir dans des coûts de distribution, notamment des agences, ça peut être Internet, ça peut être plein de choses, et également des coûts de gestion de sinistre, donc des gens qui vont aller sur place pour comprendre quel était le sinistre et puis l'évaluer. Ça va aussi couvrir des coûts opérationnels, des fonctions support, etc. Si on applique ce modèle-là à des pays, notamment en Afrique, sur des petites surfaces agricoles, l'équation économique ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ces coûts frictionnels vont exploser. Au lieu d'avoir entre 25 et 35%, vous allez potentiellement avoir 70% du montant de la prime qui va être finalement nécessaire pour faire fonctionner la chaîne assurantielle. Donc c'est extrêmement élevé. Donc il faut trouver de nouvelles approches. Et notamment, si on passe par une approche paramétrique, donc avec des paramètres notamment sur la sécheresse, si on combine ça avec une approche, ce qu'on appelle méso, donc on s'appuie sur un distributeur existant, ça peut être une banque agricole, ça peut être un État, ça peut être un grand semencier, ça peut être un distributeur d'engrais, on va pouvoir bénéficier de coûts de distribution donc marginaux. Et ça nous permettra en fait, in fine, d'avoir potentiellement seulement 5 à 10% de coûts frictionnels. Donc il y a beaucoup plus d'argent qui va être redistribué aux agriculteurs, notamment en cas de sécheresse. Et après, il y a des schémas où effectivement le gouvernement va intervenir. C'est une assurance qui est fortement subventionnée dans le monde. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Italie, et c'est vrai aussi en Asie et en Afrique. Potentiellement, l'agriculteur va recevoir plus en montant en moyenne que ce qu'il paye. Donc il y a une vraie incitation effectivement à investir finalement dans l'assurance. Donc ça, c'est le premier avantage majeur. Il y en a un deuxième qui concerne effectivement la vitesse de réaction. Et là-dessus, c'est un point qui est extrêmement important, parce que quand on regarde le temps effectivement qu'il a fallu pour intervenir dans les années 85-86 au Sahel,
Parfois, c'était 18 mois pour débloquer l'argent. Le problème, c'est qu'il faut être extrêmement rapide dans l'intervention et on ne peut pas se permettre effectivement d'attendre. Le graphique que vous avez en face de vous est un graphique qui a été produit notamment par la Banque mondiale sur des exemples en Afrique de l'Est. Et on voit effectivement qu'en cas de sécheresse, il y a une première phase qui va obliger l'agriculteur, notamment et sa famille, à consommer des aliments de moindre qualité. Il y aura une deuxième étape qui va être l'utilisation de l'épargne et puis l'emprunt, notamment au niveau de la famille, puis la vente de biens non productifs. Et assez rapidement, on va basculer sur la réduction de la consommation alimentaire, donc on va passer de la qualité à la quantité. Et enfin, il y aura une vente des biens productifs. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter, puisque on voit effectivement que si on attend ces 6 mois-là, le coût va être multiplié par 35. Et ce coût s'explique parce que, tout simplement, l'agriculteur sera incapable d'ensemencer l'année suivante, donc il va rentrer dans une trappe de pauvreté, il sera incapable de financer la récolte suivante. Donc ce sera beaucoup plus compliqué d'intervenir à ce moment-là. Donc pour être efficace et pour réussir à limiter les coûts, il faut intervenir dans les 3 mois au maximum. Ce qui demande beaucoup d'innovation et beaucoup de travail, parce que dans beaucoup d'exemples, malheureusement, l'intervention est beaucoup plus longue que ça. Donc, en conclusion, ces avantages de l'assurance paramétrique expliquent pourquoi un groupe comme AXA, un assureur mondial, a beaucoup investi dans le domaine et a conclu plusieurs partenariats. Donc, on travaille notamment avec la Banque mondiale. On a conclu un partenariat en 2014 sur le sujet assurantiel afin de protéger des populations des pays émergents et favoriser leur croissance économique. Notamment, nous avons signé un accord en 2015 avec le Global Index Insurance Facility, qui est en fait une facilité de la Banque mondiale au sein de l'IFC, qui est dédiée à l'assurance paramétrique. On travaille évidemment avec l'African Risk Capacity, donc on est un réassureur et on apporte de la capacité de réassurance donc à l'ARC. On travaille aussi avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, mais sur le sujet plutôt éthiopien. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres initiatives du type de l'ARC, notamment en Amérique latine et en Asie. Il y a des réflexions effectivement qui sont menées par certains groupes de pays sur ce sujet-là. Et je pense que c'est nécessaire. Et j'espère que AXA pourra y participer et qu'il y aura d'autres forums de ce type-là pour pouvoir échanger sur ce sujet-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur Touffu. Alors, je vais vous embêter directement avec une petite question. On va dire les ONG françaises sans frontières que nous connaissons tous interviennent dans les situations de conflits, de catastrophes naturelles, d'exclusion, de santé. Donc c'est vrai qu'on peut se demander là, si l'assurance va... Vous avez beaucoup parlé des catastrophes naturelles, mais si le secteur de l'assurance va du coup petit à petit couvrir tous les risques des situations de crise dans lesquelles les ONG interviennent. Par exemple, il me semble que des projets sont en train de se mettre en place dans le secteur de la santé ou dans cas de flambée épidémique. Est-ce qu'il y a déjà des choses dont on peut parler ou dont vous avez connaissance? Pour l'instant, c'est relativement préliminaire, mais notamment la Banque mondiale va créer un fonds de contingence sur des sujets santé. Donc typiquement, c'est les conclusions des études qui ont été menées suite à l'Ebola, notamment dans une partie de l'Afrique. Il faut réussir à avoir des mécanismes aussi de paiement d'intervention sur le plan financier qui sont extrêmement rapides. Donc c'est à l'étude. Je laisserai Assia parler effectivement de la vision de l'ARC, parce que je crois qu'il y a des sujets aussi qui sont importants et qui sont étudiés sur le plan de la santé.